Bonjour Gérald. Bonjour. Vous êtes journaliste vin et sommelier indépendant. Oui. Parlez-nous un peu de votre parcours. Alors mon parcours est un petit peu original, c'est pas forcément ordinaire parce qu'en effet j'ai deux casquettes et j'ai un petit peu deux carrières. J'ai commencé comme journaliste au départ et le vin était simplement une sorte de passion privée. Et puis à un moment j'ai dû bifurquer parce que le magazine pour lequel je travaillais depuis un certain temps a cessé de paraître. Et à ce moment-là j'ai décidé de faire une reconversion et de faire ce qui jusqu'à présent n'était qu'une simple passion privée, en faire un petit peu un métier. Alors je suis retourné à l'école, comme un grand. Je suis allé au Cordon Bleu à l'époque. Ils ont une excellente école, avec un très très bon programme en vin. Et j'en suis ressorti avec un programme de Wine and Management. Et depuis, j'ai monté une société de services autour du vin. Je continue d'écrire, je suis journaliste vin, j'écris pour Sommelier International, j'écris pour 2-3 autres supports, mais le vin est devenu mon axe principal de travail, alors que pendant, on va dire, une trentaine d'années, c'était simplement un plaisir personnel. D'accord. C'est de se faire connaître, l'activité en soi, vous avez de la paperasse, d'accord. Oui. J'ai un comptable qui s'en occupe, c'est formidable. Mais la communication, c'est encore plus important, parce que si personne sait que vous proposez des services, ben personne ne va faire appel à vous. Bien sûr. Donc la communication, ça fonctionne de deux façons aujourd'hui, toujours par le bouche à oreille et la réputation, et le fait qu'un client mène à un autre. Donc la qualité de votre travail va avoir une incidence immédiate sur la suite de votre travail. Et puis ça fonctionne aussi par les réseaux sociaux, par Internet, par ce que nous faisons aujourd'hui. Ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement. J'ai pas toujours le temps de le faire, mais le plus difficile, c'est en effet, c'est de se faire connaître, de parvenir à asseoir son activité ou au moins à la lancer. Alors c'est étrange parce que moi j'aime toutes sortes de vins, mais ma définition du vin, ça reste un vin rouge. Alors qu'en fait, j'aime le vin blanc, j'aime les vins pétillants, j'aime les vins avec des sucres résiduels, j'aime les vins fortifiés. Mais dans mon simple esprit, le vin, c'est un élément qui va accompagner un repas, donc une circonstance plus ou moins festive ou au moins conviviale, et qui va sublimer ce repas par sa qualité. Donc quand je pense vin, je pense gastronomie, et je pense évidemment plaisir, mais l'image qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un très très beau verre de vin rouge. Il faut dire une chose, je travaille beaucoup à l'international, j'ai la chance d'être bilingue. Un de mes meilleurs clients à Paris est une cave à vin qui s'appelle Au Château et qui travaille beaucoup avec les touristes américains qui viennent à Paris. Donc je travaille très souvent en anglais et avec des gens qui viennent de l'étranger. Même eux connaissent beaucoup de choses sur le vin. Même eux, aujourd'hui, ont toujours déjà dégusté un vin, même si c'était un vin qui n'est pas forcément ce que nous considérions, nous, comme un grand vin. Les Américains, par exemple, ont toujours une tendance à apprécier des vins sucrés, avec des sucres résiduels, même lorsqu'ils sont rouges. Oui. C'est pas du tout le palais français ou européen. Mais les gens ont toujours une certaine connaissance du vin. Par contre, ce qu'ils n'ont pas, c'est la capacité à imaginer la variété et la richesse du monde du vin. Oui. Parce que justement, voilà, de même que moi, l'image du vin qui me vient à l'esprit, c'est un bon vin rouge pour accompagner un repas, les gens ont un petit peu ce même tropisme, alors qu'en fait le monde du vin est beaucoup plus varié et qu'on va trouver des vins de toutes sortes, extrêmement secs jusqu'à extrêmement sucrés, tranquilles ou pétillants, naturels ou fortifiés, et qui vont pouvoir venir de territoires dont on n'estime même pas qu'ils sont en mesure de produire du vin. Je pense au Canada. Surtout aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Voilà, et le Canada qui produit ce fameux vin de glace qu'on ne connaît pas en France, le ice wine. Voilà. Donc le vin, c'est une énorme variété et c'est cette richesse-là dont les gens de l'extérieur n'ont pas forcément conscience. Alors techniquement, c'est l'aspect visuel, mais en fait, moi je dirais, c'est se mettre dans une bonne disposition vis-à-vis d'un vin. C'est-à-dire C'est-à-dire, vous êtes au restaurant avec des amis, vous goûtez un vin, ce jour-là, lors d'un repas, c'est des gens que vous aimez, le moment est agréable, vous goûtez ce vin, et vous dites, il est formidable ce vin, il faut que je note l'étiquette, il faut que je le regoute. Vous prenez la photo de l'étiquette, vous en commandez pour vous, vous le recevez, vous l'ouvrez chez vous, et vous vous dites, mais c'est pas le même. C'est pas ça que j'ai dégusté. En fait, le vin est le même, la circonstance est différente. Donc quand on déguste, il faut toujours tenir compte du cadre, de sa propre disposition d'esprit. Il faut être disposé à s'ouvrir au vin
J'ai un ami qui dit quand vous goûtez un vin, le vin vous goûte aussi. Donc quand on goûte mal, c'est peut-être que ce jour-là, on n'est pas dans de bonnes dispositions. Donc la première chose à faire quand on va goûter un vin, voilà, c'est de s'ouvrir à ce qu'on va découvrir et de se mettre dans des conditions le plus favorables possible. Le cadre compte énormément. Le vin, c'est une émotion et le cadre participe à l'émotion. Oui, bien sûr. Pour faire une petite idée, à partir du moment où le cépage va être traité de manière, je dirais, neutre par le vigneron, c'est-à-dire que si on goûte un chardonnay, en fait, en plus le chardonnay a cette capacité, c'est d'être capable de s'adapter à différents terroirs et de donner différents résultats. Donc goûter un chardonnay de Bourgogne qui est passé par du bois ou goûter un chardonnay sur le fruit qui a été élevé dans le Languedoc par exemple, pour faire un vin monocépage, ou goûter un chardonnay australien, on n'aura pas forcément le même vin à chaque fois. Et les caractéristiques pourront être si différentes qu'on se demande même s'il s'agit du même raisin. Mais à partir du moment où on va avoir une conduite relativement neutre, on peut identifier certaines bases. Voilà, le Sauvignon blanc, c'est un raisin qui vous donne un vin pâle avec une forte acidité. Le chardonnay va être un petit peu, pas beaucoup plus aromatique, mais il va être plus rond, de l'acidité en fin de bouche, mais elle est totalement différente et une tendance à être beaucoup plus révélateur de terroir et de minéralité. Donc le Viognier va être parfumé, léger, moins acide. Donc on peut parvenir à établir un certain nombre de critères qui aident à définir certains cépages. Alors moi je pense que oui. Et je dirais même que c'est un travail à faire en permanence. Parce que qui que l'on soit, quel que soit son bagage, son background, ses connaissances, on a tous tendance à déguster des étiquettes, comme je dis toujours, et donc boire un vin uniquement, déguster un vin uniquement sur ce qu'il est, sans savoir, c'est toujours important. Parler d'un vin sans savoir ce qu'on boit, pour moi c'est la meilleure façon d'être honnête vis-à-vis du vin. Alors une question qui revient très souvent, c'est souvent les jeunes femmes qui la posent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très souvent les jeunes femmes. C'est lorsqu'on en arrive à décrire un vin, et notamment lorsqu'on parle du nez du vin, on va dire, bon, est-ce que vous sentez que ce vin a des arômes de poire, de pommes, de fruits blancs? Est-ce que vous sentez les fleurs blanches derrière et les arômes un petit peu de miel? Un certain nombre de gens vous disent, mais est-ce que quelqu'un a introduit ces arômes dans le vin pour que vous les ressentiez? Et là, il faut que vous expliquiez qu'il y a un phénomène qu'on va appeler l'alchimie de la fermentation, qui fait que du jus de raisin, lorsqu'il est travaillé par les levures et que son sucre se transforme en alcool et qu'après on l'élève en fût ou en inox, eh bien il va développer parfaitement naturellement un certain nombre d'arômes qui n'étaient pas là au départ. J'aime beaucoup les Syrahs de la Côte-Rôtie. C'est des vins que je trouve assez formidables. Vallée du Rhône. Dans la vallée du Rhône Nord. Donc qui sont riches, qui sont capiteux, qui ont des épices, qui ont une capacité à vieillir, mais qui ont après un certain temps beaucoup de souplesse, beaucoup de profondeur. Très joli vin. J'aime beaucoup les grands crus du Médoc. Après, j'adore le nez de certains grands Bourgognes, les vieux Bourgognes, des Vosges romanais. Je trouve que le nez est magnifique. La bouche, pour moi, d'un Bourgogne est toujours un petit peu décevant. Je suis désolé de le dire. Ce sont des vins extraordinaires par les arômes qu'ils peuvent développer. Après, il y a toujours cette légèreté en bouche qui caractérise la Bourgogne. Puis, on a parfois des surprises. J'ai récemment dégusté un Cabernet Sauvignon d'Ukraine. Alors, je ne devrais plus dire Ukraine parce que je crois que c'est la Crimée en vérité. Mais c'était un vin extraordinaire. Ce ne sont pas forcément des vins de terroir, du fait que dans la plupart de ces pays, l'irrigation est autorisée. Les régions du Nouveau Monde où on fait du vin sont des régions où au cours des 2-3 dernières décennies, on a quand même observé une certaine hausse de température. Oui. Le grand défi pour eux, ça va être de contenir la hausse. Parce que plus il fait chaud, plus il y a de soleil, plus il y a de sucre, plus il y a de sucre, plus il y a d'alcool. Et des vins à 15 degrés, 16 degrés, pour moi c'est beaucoup, ça devient lourd, ça empêche en fait le développement des arômes. Enfin, il y a un certain niveau d'alcool dans le vin où il y a trop d'alcool. La tendance que j'observe aujourd'hui en France et ailleurs, c'est le développement des vins bio, donc du travail organique. Et pour moi, ça me paraît très très sain. L'idée que le vin est un produit naturel, qui est issu, sinon d'un terroir, au moins d'un sol, a besoin que ce sol soit vivant. Donc éviter toute forme d'intrants synthétiques, pesticides, herbicides et autres
pour moi, ça me paraît une démarche à 100% saine. Elle est saine pour le sol, elle est saine pour l'environnement, elle est saine pour le vin, elle est saine pour ceux qui travaillent dans le vin, et à l'arrivée, elle est saine pour le consommateur. Il y a 3 vins qui m'ont marqué parmi des centaines de dégustations. Un vin italien, un Sassicaia, c'était un 82 je crois, que j'avais bu en 99. Et alors Sassicaia c'est un super toscan, donc on est Cabernet Sauvignon fait en Toscane, en Italie. Deuxième vin qui m'est beaucoup marqué, alors c'était pour l'occasion, c'était un Sauternes, donc un château Sud-Bureau, mais de 1928. Et puis des vins un petit peu inattendus, parce que j'aime bien découvrir et chaque petit pays est capable de faire de très très beaux vins. J'ai dégusté un vin de Malaga, donc Malaga c'est le sud de l'Espagne, un vin fortifié, un vin de dessert qui était absolument onctueux, riche. On avait l'impression de déguster un sirop de café avec une pointe d'alcool derrière, donc encore une fois c'est un vin de dessert, que l'on va boire évidemment en très petite quantité, mais qui avait une finesse et une longueur, parce que 1 heure après, 2 heures après, on avait toujours ce goût du vin en bouche. Le vin lui-même me reste en mémoire, et je dirais que le goût me reste en mémoire également. Et ça, c'est ce qui fait la qualité d'un vin, quand ça reste longtemps après l'avoir bu.